Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. J'ai eu la chance de shooter le maillot de mon club de cœur. Franchement, c'est une histoire de fou. Et aujourd'hui, on va pas parler de maillot sous le même angle que d'habitude. Je vais vous raconter toute l'histoire de ce shooting, mais je vais aussi la mettre en relation avec mon parcours de supporter. Avant de commencer cette vidéo, deux choses comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir et surtout, si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots authentiques, et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les liens affiliés en description. Alors aujourd'hui, ça va être plutôt une vidéo storytelling, une vidéo un petit peu confession. Je vais vous raconter mon parcours de supporter, mais aussi mon parcours personnel, tout ce qui m'a amené à faire partie des personnes qui ont eu la chance de shooter le nouveau maillot du Stade Malherbe saison 2024-2025. Il faut savoir que moi, je suis né à Caen en 1991. J'y ai passé quasiment 20 ans de ma vie en centre-ville de Caen. Ensuite, je suis parti un petit peu pour mes études et puis j'y suis revenu 3 ans avant de bouger à Toulouse en 2017. Comme dirait Orelsan, Caen c'est un peu comme la première copine que j'ai jamais eue. J'ai longtemps pas pu la quitter, pourtant je passais mon temps à cracher dessus. Je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, mais moi de base je venais pas d'une famille qui suivait vraiment le foot. C'est d'ailleurs plutôt moi qui ai instauré la tradition de regarder les matchs de foot ou de rugby à la télé quand ça passait. Mes parents le font encore, mais c'est surtout moi qui ai amené ça. Paradoxalement, le tout premier match que j'ai vu dans un stade de ma vie, c'était pas à Caen, mais c'était au Havre. C'était à Jules Deschazos en novembre 2002 contre Auxerre. À l'époque, le Havre était en Ligue 1 et un pote de mon père avait eu des places et du coup on y était parti avec des copains et puis lui justement il nous y avait amené. À cette époque j'étais en 6ème et c'est quelques mois plus tard, 2 mois plus tard je crois, que je vais voir mon tout premier match à Dornano. C'était encore contre Auxerre, quand Auxerre en 32e de finale de Coupe de France 2002-2003. Caen avait perdu le match sur une erreur d'arbitrage, c'est d'ailleurs ce qui a donné l'instauration du couloir un petit peu accordéon qu'on a à l'entrée des joueurs et des arbitres, parce qu'un des arbitres avait pris une bouteille d'eau ou une pièce, je sais plus. Auxerre, à la fin de la saison, avait d'ailleurs gagné la Coupe de France contre le PSG, qui était un club que j'aimais bien, puisqu'il y avait Ronaldinho, que j'étais complètement fan de Ronaldinho. Mais ce match-là, il a vraiment tout changé pour moi, parce qu'en fait, j'étais juste à côté du MNK à l'époque, et l'ambiance, elle m'avait vraiment impressionné. J'ai de suite accroché à Malherbe, et c'est la saison suivante, en 2003-2004, que je suis allé voir mon tout premier match de championnat de Ligue 2. C'était contre Saint-Etienne. Malherbe fêtait ses 90 ans, le stade fêtait ses 10 ans, il y avait une grosse fête et on avait gagné 1-0. C'est vraiment là que je suis tombé amoureux de Malherbe en fait, que c'est vraiment devenu un truc que je kiffais faire, aller au stade pour voir Malherbe. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai toujours du mal à comprendre les gens qui aiment un club ou supportent un club sans jamais avoir mis les pieds dans le stade du club en question ou dans la ville, ne serait-ce que la région du club en question, que ce soit en France ou à l'étranger. Parce que moi c'est par ce prisme-là, par ces émotions-là, par le fait de vivre le match que j'ai commencé à supporter mon club. Je suis retourné à Dornano en cette saison 2003-2004 pour le tout dernier match de Malherbe. C'était Caen 3, on avait gagné 3-0 il me semble. C'était le dernier match professionnel de la carrière de Franck Dumas. Il y avait eu une grosse fête, on était remonté en Ligue 1 et en plus de ça, jusqu'à quelques minutes de la fin du match, on était champion de Ligue 2 virtuellement avant que Saint-Etienne égalise. C'était un truc de fou parce que moi quand j'ai grandi, je suis né en 91 comme je disais, donc à cette époque le Stade Malherbe vivait sa première grosse période, mais moi je l'ai pas pleinement vécu. Et quand j'étais en primaire, les copains, le Stade Malherbe c'était un petit peu un club de seconde zone en fait. On était un petit peu comme aujourd'hui à jouer le milieu de tableau en Ligue 2, mais rien de plus. Et le fait de connaître Malherbe en Ligue 1, de vivre ça au début en fait de mon parcours de supporter, c'était un truc de fou. Donc dans la foulée de ce match contre 3, de cette fin de saison 2003-2004, mes parents m'ont payé mon premier abonnement à Malherbe puisque je pouvais y aller avec mon oncle et mon cousin. C'est aussi à cette époque que j'ai eu mon tout premier maillot de Malherbe dans ma collection, un maillot qu'on m'avait offert à mon anniversaire et malheureusement sur lequel j'avais fait floquer mon prénom. Pour l'anecdote, le tout premier maillot de Malherbe que j'ai vu de visu de ma vie, c'était en CM1 quand un camarade de classe avait le maillot que vous voyez derrière moi. En 2004-2005, du coup, on joue forcément le maintien, mais on arrive à faire tomber Lyon, on arrive à faire match nul au Parc des Princes, on arrive à gagner à Marseille, tout ça pour finalement descendre à la dernière journée en perdant contre Istres alors qu'on avait réussi une remontada terrible en fin de saison. Et en plus de ça, on avait perdu la finale de Coupe de la Ligue où j'étais allé avec mon cousin Fred, que je salue d'ailleurs, et je salue aussi mon collègue Nico qui est fan de Strasbourg et qui était au stade ce soir-là. C'est dans la foulée de cette finale que Franck Dumas arrive sur le banc de Malherbe et que Malherbe redécouvre une identité de jeu très forte. Et c'était tout ce qu'il nous fallait à nous, à ce club qui a pas l'habitude de gagner quoi que ce soit en fait, pour kiffer. C'était vraiment de voir du beau jeu à Dornano et surtout une équipe capable de couper des têtes, de battre les plus grosses équipes. Malheureusement aussi de perdre contre les plus petites comme on l'a vu avec Istres en 2004-2005. En 2005-2006, on vit une saison où on a du mal à démarrer mais où après ça part en trombe. On construit une équipe
qui est encore meilleure que celle qu'on avait en 2004-2005. On avait une équipe qui était vraiment de qualité. Et on vit une saison intense, malheureusement, on échoue à une place du podium pour 2 buts marqués, c'était très rageant. Mais c'est là que j'ai vraiment découvert ce qui ferait l'ADN de Malherbe en fait, apprendre à être frustré et à avaler le venin comme dirait Bielsa, parce qu'en fait c'est l'histoire de notre club. En 2006-2007, on a gardé la même ossature de qualité, on y a rajouté Greg Proman au milieu de terrain, et cette équipe, elle s'est baladée, elle a fini 2e de Ligue 2 avec un super jeu. À cette époque-là, on avait vraiment un effectif de qualité un petit peu milieu de tableau de Ligue 1. On est donc remonté, j'ai repris un abonnement en 2007-2008, sauf qu'à cette époque, je suis au lycée, et surtout, je découvre le rugby en parallèle. Donc je reste passionné de Malherbe, je garde Malherbe en fil rouge, je vais à tous les matchs, mais c'est vrai que je m'ouvre un peu à d'autres choses. Cette saison-là, elle est vraiment chouette aussi, puisqu'on bat Lyon, on bat le PSG au parc, on fait des bons matchs, on a une équipe de qualité, on est 4e à la trêve hivernale, malheureusement on s'écroule, on rentre dans le rang, on a la classique Malherbe, on a une période de creux à l'hiver, et on finit par terminer, je sais plus, entre la 12e et la 14e place. Mais le club, ce qu'il a montré cette saison-là, c'était prometteur, et pour un fan comme moi, c'était cool. C'est là qu'une vraiment génération, une nouvelle génération de supporters de Malherbe, ceux qui n'avaient jamais connu Venoy avant, ont vraiment accroché avec le club. Les gens de la fin des années 80, du début des années 90, de ma génération, ils ont vraiment aimé Malherbe à cette période-là. Parce que quand on allait au stade, on était quasiment sûr de voir du spectacle. Et en plus de ça, on avait une équipe qui était assez humaine, avec des bons gars en fait, qui n'étaient pas que des bons joueurs de foot, on avait vraiment des bons gars. Sauf que, sans le savoir, on avait atteint notre plafond de verre, qu'on allait atteindre par la suite de nouveau. 2008-2009 commence, on recrute Savidan, et on se dit là, on peut viser un top 10 de Ligue 1. Et dans les faits, on pouvait vraiment. On avait vendu Gouffran à Bordeaux. Et même si on avait perdu Cédric Angebar, qui était vraiment un membre important de l'équipe, 2008-2009, ça commence sous les bonnes auspices. En plus, on fait une bonne première partie de saison, ça joue bien. Jusqu'à la sélection de Steve Savidan en équipe de France, on a une équipe qui vraiment cartonne. Sauf que le public le sait pas forcément à l'époque, mais en interne, ça commence un petit peu à capoter. Dans le vestiaire, les joueurs commencent à plus trop s'entendre. Et le côté un petit peu bon mec qu'on avait jusque-là, ça commence à se fissurer. Et malheureusement, contre toute attente, et malgré la super équipe qu'on avait, pour moi ça reste un des effectifs les plus qualitatifs qu'on ait eu de notre histoire, et on est redescendu en Ligue 2. Mais ça reste Malherbe, ça joue bien, ça marque des buts même quand ça perd, et en Ligue 2, on a quasiment gardé la même équipe, c'était vraiment ouf. Du coup 2009-2010, on remonte et on finit champion de Ligue 2, c'est la première fois et la seule fois de ma vie jusqu'ici que j'ai vu mon club gagner un titre. En plus à cette époque, on voit l'émergence d'un joueur que moi j'adore, Youssef El Arabi, qui vient du centre de formation, qui avait été viré par Malherbe à une époque, qui est revenu et qui est vraiment un joueur sensationnel qui a explosé en 2010-2011 quand on remonte en Ligue 1. Là, je suis toujours abonné. Il faut savoir qu'à l'époque, j'alterne une année où je suis abonné, une année où j'y vais juste de temps en temps parce que je veux pas que ça devienne une obligation, mais aussi parce que je suis à la fac et que forcément, je fais d'autres trucs à côté. Mais 2010-2011, ça reste une de mes saisons préférées. On commence en allant gagner au Vélodrome, ensuite on bat Lyon, c'était incroyable. Et puis, toujours avec cet ADN un petit peu offensif, une équipe capable du meilleur comme du pire. Et je me rappelle de ce trident offensif, El Arabi, Molo, Amouma. Franchement, c'était les émotions. Comme d'habitude avec le Malherbe de Franck Dumas, on fait une bonne saison. Je sais plus exactement à quelle partie on s'arrête, mais on est, je crois, entre la 10e et la 15e place, donc ce qui est quand même très correct. Et surtout, quand tu vois le jeu proposé et la qualité, tu te dis, on peut aller plus haut. Et c'est ce qui a fait que moi, avec toutes ces années, je suis resté vraiment passionné par le club, et encore aujourd'hui, même si forcément à l'âge adulte, ça s'atténue un petit peu, mais en tout cas, je suis resté passionné par ce club parce que ce club, il m'a fait tomber amoureux par le jeu. 2011-2012, c'est un peu la même qu'en 2008-2009. On se dit, cette fois c'est la bonne, on confirme, on a une bonne équipe, un bon collectif, rodé, ça joue bien. Sauf que, comme quand on s'est séparé de Gouffran, là on a vendu El Arabi et il n'est pas vraiment remplacé. On recrute Pierre-Alain Fro. On a une équipe qui théoriquement tient la route, mais malheureusement il y a un petit truc en moins. Et au bout du compte, c'est la même. Malgré une saison qui aurait pu être intéressante, on finit par être relégué en Ligue 2. Et là, malheureusement, ça marque le départ de Franck Dumas. À l'époque, j'étais en Erasmus et ensuite, je suis allé, moi, étudier à Lille. Ce qui fait que, automatiquement, géographiquement, physiquement, quand on s'éloigne de son club, on est aussi un petit peu moins impliqué. Mais je continue de regarder les matchs tout le temps, j'en loupe pas un seul. 2012-2013, je suis la saison de loin en étant étudiant à Lille. Je regarde les matchs sur des streamings pourris et tout. Et malheureusement, cette saison-là, on est derrière 3 équipes qui étaient trop fortes pour nous, Monaco, Nantes et Guingamp en Ligue 2. On finit 4e. Il y avait eu l'émergence de Raphaël Guerreiro qui aurait dû rester si on était monté en Ligue 1, qui malheureusement est parti à Lorient. On avait une équipe intéressante et puis surtout, au mercato suivant, on recrute un joueur que quelques-uns d'entre vous connaissent. N'Golo Kanté arrive à Malherbe à l'intersaison de 2013. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'époque, la grosse recrue, c'était le retour de Jérôme Roten, qui a été un flop total. Le mec, il a abandonné le club au bout de quelques semaines pour des raisons qu'on ignore. Il y a deux discours forcément, peu importe, c'est pas vraiment le débat. Toujours est-il que c'est là que N'Golo Kanté a commencé à exploser. Et à la fin de cette saison 2013-2014,
la saison du centenaire, on est remonté en Ligue 1. C'était Patrice Garand aux commandes et encore une fois, on avait une équipe cohérente, une équipe intelligente et c'est quelque chose qui était prometteur. Quand on aborde 2014-2015, moi je suis de retour à Caen puisque j'ai fini mon master et du coup je reprends un abonnement, je me dis ça va être super cool. Et à l'époque, j'avais pas trop de potes dans la communauté de Malherbe, j'allais au match tout seul. Il y a eu les fameux 2 premiers matchs au stade du Mans parce qu'il y avait le championnat du monde d'équitation qui était à Dornano. On fait une première partie de saison qui est catastrophique où on encaisse penalty sur penalty, c'était un truc de fou, je me rappelle. L'équipe, elle était prometteuse, elle avait de l'envie, mais ça voulait juste pas cliquer. Même les matchs qu'on tenait où ça allait bien, on finissait toujours par concéder un penalty. Et cette saison, je m'en rappelle vraiment très bien, 2014-2015, il y avait vraiment eu encore beaucoup d'émotions parce qu'on avait une défense qui était avec Damien Da Silva assez cool. Il y avait Rémi Vercoutre dans les buts, on avait encore N'Golo Kanté et il se passe 2 choses déclic à l'hiver. Déjà, Patrice Garand, il fait appel à un préparateur psychologique. Ce coach mental, il a permis aux joueurs de débloquer quelque chose. Et en plus de ça, on s'est fait prêter 3 joueurs qui ont été décisifs. Emiliano Sala, Sloan Privat et Nicolas Benezet. Et alors que statistiquement, on aurait dû avoir aucune chance de se maintenir en Ligue 1, on a envoyé une deuxième partie de saison de fou furieux. On est allé encore gagner au Vélodrome, on a battu Lyon 3-0 chez nous alors qu'ils jouaient encore le titre pour finalement se maintenir. C'était un truc de dingue. En 2015-2016, je m'en souviens, c'est là que je m'inscris sur Twitter, justement parce qu'à l'époque, Steve Savidange, que vous connaissez peut-être, qui est un pote de lycée, me dit tiens, viens sur Twitter, on s'amuse bien. C'est là que je commence à sympathiser un peu avec les mecs de We Are Malherbe. Du coup, je me rabonne, mais cette fois-ci en Borély, et je retrouve cette routine d'aller au stade un peu avec du monde et tout. Franchement, c'était un kiff incroyable. Je me souviens vraiment bien de cette saison 2015-2016, elle était vraiment très cool puisque je me suis refait des potes via le prisme du Stade Malherbe et qu'en plus de ça, statistiquement, il me semble qu'on a fait la meilleure saison de notre histoire sur une Ligue 1 à 20 équipes. On manque l'Europe de peu et même si on pratiquait un football de contre, franchement c'était cool avec Julien Ferret à la baguette et tout. On avait vendu N'Golo Kanté mais ce coup-ci on l'avait bien compensé. On avait eu la recrue de Andy Delors qui à l'époque cartonnait. Il y avait aussi Vincent Bessa qui était arrivé au club. On avait une équipe qui était vraiment intéressante et cohérente. Malheureusement, en fait, le football de Patrice Garand à cette époque, il a un petit peu atteint son plafond de verre, en fait. Il a touché ses limites à la fin de cette saison-là. Et en 2017, même si on recrute Ivan Santini en pointe, qui était un de mes attaquants préférés, là, on rejoue le maintien un peu à l'arrache. Et malheureusement, 2 saisons de suite, on se maintient de façon un peu dégueu. Et là, ça commençait à sentir un peu l'écurie pour Malherbe. Mais sur mon parcours de supporter, ça a vraiment été un tournant, puisque 2016-2017, c'est la dernière saison où je suis abonné. C'est là que je rencontre ma compagne, et c'est là que je pars à Toulouse. Dans l'entrefaite, j'avais repris un abonnement pour 2017-2018, j'ai vu que un match, le match contre Bastia en début de saison je crois, et après j'ai été obligé de revendre mon abonnement puisque j'ai déménagé, et depuis j'ai plus revu de match à Dornano. Mais j'ai évidemment continué d'aller voir Malherbe autant que faire se peut dès que je le pouvais, à Toulouse notamment quand ça jouait en Ligue 1 puis en Ligue 2 ensemble, et puis en allant un peu à droite à gauche à Pau ou à Rodez en déplacement pour toujours faire en sorte de voir Malherbe. Sauf qu'en 2018-2019 on redescend après une saison catastrophique où il y avait eu un putsch, ensuite en Ligue 2 on a commencé à végéter, et là malheureusement le club s'est un petit peu englué dans cette Ligue 2 en jouant un petit peu la montée mais pas trop non plus. On s'est maintenu à l'arrache en 2021 sur un penalty à la toute dernière minute, et malgré ça, même si les supporters de ma génération, forcément le club on l'a dans le sang donc on ne l'oubliera jamais, on sera toujours là pour lui, c'est compliqué pour Malherbe je pense d'avoir une nouvelle génération de supporters, même si entre temps Orelsan est devenu Orelsan, il a mis Caen sur la carte et heureusement ça a donné aussi envie à des gens d'être fiers d'être canés. Je dirais presque que Orelsan a fait en sorte que le club soit cool à suivre, et je pense qu'il y a même des gens qui sont fans d'Orelsan plus qu'ils sont fans de Malherbe qui se sont mis à suivre le club comme ça. Je me rappelle aussi d'une époque autour de 2014-2015 où j'avais découvert le blog Malherbes Poetry sur SoFoot, donc c'était un petit peu cool de supporter Malherbe depuis cette période-là. D'ailleurs, je salue Julien de Malherbes Poetry qui est quelqu'un de très sympa aussi. Donc là, je vous ai fait tout mon parcours de supporter, mon lien avec Malherbe, je vous ai retracé rapidement l'histoire moderne du Stade Malherbe en Ligue 2 et en Ligue 1. Et ce qui fait aussi qu'on kiffe toujours autant Malherbe, c'est que le club, il communique super bien et il fait en sorte d'inclure les supporters dans un maximum d'événements. C'est autour de 2015 qu'ils ont lancé la fan zone où en fait ils laissaient 2 fans à chaque match à domicile visiter le match et le vivre en mode VIP. Il y avait une visite du stade, accès aux coulisses, accès aux joueurs après le match et surtout un bord terrain pour vivre le match. Franchement, c'était très cool. C'était presque même précurseur puisque c'était il y a déjà 10 ans sur Twitter et aucun club le faisait à l'époque.
ou du moins très peu en France. En 2015-2016, ils avaient aussi permis à des fans fidèles qui avaient une audience sur Twitter d'assister au lancement du maillot en VIP. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose de très très cool. Moi, je me souviens aussi que à l'intersaison 2016, le passage de Nike à Umbro, on avait été invité avec quelques supporters à une soirée en VIP, une soirée où le club avait aussi annoncé un projet de croissance sur les années à venir. Et tout ça, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui le font, donc c'est vraiment très très cool. Et puis d'un point de vue de la com, déjà, il y a un gros travail qui est fait par le service com de Malherbe. Là, je prêche pour ma paroisse, mais je salue évidemment Finouf et Théo qui font un gros taf. Et sur le plan des maillots, l'arrivée de Kappa après Umbro a permis aussi de step up par rapport à ça, parce que c'est dans l'ADN de Kappa, et vous savez mon amour pour Kappa, de vraiment mettre en avant les côtés arty, de faire des maillots un peu créatifs, des maillots très très cool. Et c'est ce qui nous amène à ce mois de juin 2024. Avant de vous raconter l'histoire du shooting du maillot de Malherbe et du reveal du maillot de la saison 2024-2025, pensez à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, c'est ce qui m'aide à grandir et c'est ce qui a permis à mon travail d'être vu par le club et de faire partie de ce projet. Alors début juin 2024, j'ai Axel que vous avez vu sur mon podcast Amour du maillot, d'ailleurs allez le suivre, c'est vraiment très cool, qui a permis au FC Rocancourt, club amateur de Normandie, de faire le buzz cette année sur les réseaux sociaux. Il a été contacté par Kappa, avec évidemment Théo, son acolyte, avec qui ils avaient créé toute la DA du FC Rocancourt pour lancer le maillot de Malherbe. Le travail fait avec le FC Rocancourt avait plu, Kappa voulait faire quelque chose dans cette veine-là pour lancer le nouveau maillot du Stade Malherbe, et du coup Axel et Théo se sont mis à travailler conjointement sur ce projet via le club. Et donc en juin 2024, je reçois un DM sur Twitter de la part du compte du FC Rocancourt. Le DM disait salut, on a un gros projet, est-ce que ça t'intéresserait? C'est pas avec Rocancourt, c'est avec Malherbe. Alors sur le coup, moi je dis bah ouais carrément, franchement ça me dit bien. Et il me dit bah en gros, Kappa a fait appel à nous pour shooter le nouveau maillot domicile. Moi je dis putain mais c'est mortel en fait. Et ils me disent bah en plus toi t'as le profil parfait, le fait que tu sois un supporter historique, que tu sois sur les réseaux, ce serait cool de te shooter avec tous tes goodies, toute ta collection, le fait que tu sois collectionneur aussi de maillots de Malherbe, c'est hyper cool. Il me demande t'es basé où? Alors moi sur le coup, bah, je réponds je suis pas loin de Toulouse. Alors de là, Axel me dit ouais ça fait peut-être un petit peu loin juste pour un shooting, mais dans ma tête je me dis non, franchement c'est un projet qui est incroyable et jamais j'aurais cru qu'on me proposerait quelque chose comme ça. Du coup je me suis arrangé, j'ai pu poser mes congés, d'ailleurs je remercie mon boss encore une fois, je suis monté à Caen fin juin 2024 et de là ils m'ont expliqué le projet. En gros, ils voulaient absolument shooter le maillot et mettre en avant des supporters historiques de tous les milieux. C'est pour ça que vous avez un agriculteur, que vous avez un marin, que vous avez une ancienne hôtesse du Stade Malherbe à l'époque où il jouait à Venoy. Toute cette volonté de mettre des profils en avant, de mettre les gens de l'ombre en avant, les gens qui font Malherbe depuis des années. Et quand on compare aux très gros clubs qui shootent simplement leur maillot avec leurs joueurs, je trouve que c'est vraiment top. Donc j'ai pu voir le maillot de visu pour la première fois quand je suis revenu à Caen fin juin 2024. Et ensuite on est allé shooter dans un bar très atypique qui s'appelle le Green Howard, qui se trouve près de la côte normande et qui est un bar très orienté à la fois côté PMU mais aussi côté souvenir du débarquement et tout, avec une petite boutique. C'est un endroit qui a beaucoup de cachet, qui est très sympa. Et de là en fait on s'est dit bah ce qu'il faut c'est qu'on mette en avant un peu ma collection. J'avais remonté plein de trucs de Toulouse, voilà, histoire de montrer en fait le côté nouvelle vague. Parce qu'en fait c'était ça le thème du shooting, nouvelle vague. Kappa avait designé ses rayures en forme de vague et ils avaient demandé à Théo et Axel essayer de raconter une histoire autour de ça. Et quoi de mieux que de faire appel à des gens qui sont là depuis des années pour en fait mettre en avant le côté transmission du maillot. Et chacun a été filmé dans un environnement différent et moi du coup je me suis retrouvé dans ce bar à manger un bout avec eux, à boire un café avec eux et puis après à faire le shooting. On a passé une super journée, franchement c'était très cool. Et 2 semaines après du coup le maillot a été lancé. Franchement c'était vraiment un projet incroyable de me dire que j'ai fait partie de cette aventure. J'ai envie de dire que c'est un petit peu une récompense du fait d'être supporter depuis des années et en même temps on supporte pas pour avoir une récompense, mais c'est vraiment incroyable de se dire que le fait que j'ai mis en avant tout mon amour pour Malherbe via mes vidéos, via ma collection sur ma chaîne YouTube. Quand j'ai lancé la chaîne YouTube en 2021, j'aurais jamais cru qu'il se passerait quelque chose comme ça. Mais la symbolique, elle est vraiment belle. Mais il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé et qui fait que la symbolique, elle est d'autant plus forte. Vous avez compris la logique de ce shooting via mon parcours de supporter et même un peu via mon parcours de créateur de contenu. Mais sur le plan personnel, ce shooting, il a d'autant plus de valeur. Alors je vous raconte pas tout ça pour sortir les violons et pleurer dans les chaumières, j'en ai rien à foutre. Je vous raconte ça pour que vous compreniez vraiment ce que ça représente pour moi.
Quand j'étais jeune et pendant très longtemps dans ma vie, j'avais pas confiance en moi. J'aimais pas mon physique, j'étais un petit gros et je m'aimais pas tout simplement. Et même si ça fait maintenant 15 ans que je fais du sport et que je m'entretiens, que je mange bien et que du coup maintenant j'ai un physique beaucoup plus athlétique, je pense que ça restera à jamais gravé en moi de pas forcément apprécier mon physique. Moi, même en été, je serais toujours plus à l'aise en t-shirt que torse nu. Et ce shooting, en fait, c'est une forme de pied de nez au mois d'avant. Parce que le mois d'avant, en plus de tout ça, il portait tout le temps des maillots de foot au collège dans les années 2000. Et le nombre de fois où on m'a dit que c'était un truc de beauf ou que c'était ridicule, vous avez même pas idée. Mais bon, ça c'était les années 2000 et c'est quand même ironique de voir que le maillot de foot aujourd'hui c'est devenu un truc de hipster. En plus de ça, il y avait Malherbe à côté, je saoulais tout le monde avec Malherbe, mais il y avait beaucoup de gens dans mon entourage, à part peut-être mon grand-père, qui trouvait que c'était un gros club de ringards et il s'y intéressait pas du tout. Donc j'étais loin d'avoir une dégaine de mannequin, j'étais loin d'être cool, j'étais loin de faire l'unanimité en parlant de Malherbe à tout le monde, et pourtant en 2024, on est là. Les maillots de foot c'est devenu un truc de hipster, Malherbe c'est devenu un club cool, et moi j'ai été mannequin le temps d'une journée. Et encore une fois, tout ça, ce serait pas arrivé si j'avais pas décidé de lancer ma chaîne YouTube. Et surtout, ce serait pas arrivé si j'avais arrêté de suivre ma passion. Ça pour dire que dans la vie, quand vous êtes passionné par un truc, foncez, arrêtez pas juste parce que ça gave les gens ou parce que c'est pas vraiment très populaire. Et tout ça, je le dois aussi à mon travail sur YouTube parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup de travail de produire des vidéos minimum une fois par semaine. Surtout quand on est autodidacte et qu'on a tout appris du début à la fin. J'ai tout appris sur le tas pour faire des vidéos. Aujourd'hui, je me filme avec une caméra cool, avec un micro cool et une carte son. Mais ceux qui étaient là depuis le début, mes vidéos, elles étaient éclatées. Même encore aujourd'hui, mon montage, il s'est vachement amélioré, mais ça reste un milieu de montage pro de qualité ou de production qu'on peut voir sur YouTube, même avec des chaînes qui sont pas nécessairement à 100 000 abonnés. C'est aussi beaucoup de travail fastidieux puisqu'en fait on est dans une niche et on est noyé dans une infinité de contenus, mais pour autant faut toujours continuer d'aller de l'avant. Et c'est vraiment pas facile, je me force à me le répéter parce que des fois vraiment je baisse les bras et je me dis j'ai pas envie de faire des vidéos pour rien. Mais ça quelque part, même si la chaîne rapporte pas énormément d'argent, elle rapporte quasiment que dalle, même si de temps en temps il y a des gens qui font des commandes via les liens affiliés et je vous remercie infiniment, mais bon ça permet pas de vivre, et ben ça c'est une façon d'être récompensé d'une autre manière. Mais tout ce blabla, c'est pour dire merci. Merci à vous, parce que sans votre soutien, sans votre fidélité, sans vos commentaires, sans vos pouces bleus, sans vos retours positifs, la chaîne, elle n'aurait pas eu le minimum de visibilité nécessaire pour que le club voit mon travail et pour qu'Axel et Théo me contactent. Donc merci à tout le monde. Merci au Stade Malherbe, merci à Kappa et évidemment merci à Axel et Théo pour ce projet. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de maillot, on a parlé de moi, donc c'était quelque chose de différent. Toujours est-il que n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo pour l'aider à être propulsé, à vous abonner à la chaîne évidemment pour l'aider à grandir, la cloche si vous voulez être notifié de l'apparition des prochaines vidéos et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillot. Ciao!